Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Stéphane Soumier avec Bismart, 19h30, 20h. Salut à tous, c'est Bismart sur Sud Radio. Alors, nos aventures d'entrepreneurs, on va parler... tiens, on va démarrer avec l'orthographe. L'orthographe, comment corriger toujours mieux des générations qui, visiblement, ont de plus en plus de mal. Tiens, on va démarrer avec ça. C'est parti. Arthur Olivier, le fondateur de Merci App. On repart, les amis, et on repart donc avec Arthur Olivier. L'orthographe à tout capital. J'ai titré ça, Arthur. Parce que vous racontez, c'est un vrai truc ou c'est pas vrai? Vous racontez réunion commerciale? Ah oui. Ah oui. Si, alors, ouais. allez-y. Alors, ma précédente société que j'ai montée, qui était une solution de prospection, j'étais en rendez-vous avec un client et une dizaine de personnes, et on se demandait pourquoi un des commerciaux avait des performances beaucoup moins bonnes que ses collaborateurs. Et en regardant les emails qu'il a envoyés, on se rendait compte qu'ils étaient truffés de fautes d'orthographe. Donc là, on était un peu gênés, on a fini par comprendre, et c'est ce jour-là que ça m'a fait tilt et que je me suis dit, les fautes d'orthographe sont au cœur de la performance des entreprises. C'est pour ça que j'ai monté Merci App. L'orthographe aujourd'hui, là, dans notre monde du 21e siècle, tout ça, Elon Musk, machin, l'orthographe est au cœur de la performance des entreprises. Ouais. Le mot qui revient de la bouche de tous nos clients, c'est la perte de crédibilité. Et quand on perd en crédibilité à tous les niveaux, que ce soit les commerciaux qui font moins de chiffre d'affaires, le support client qui a une performance en termes de satisfaction, NPS, etc., qui est moins bonne, les RH qui arrivent à moins capitaliser sur des nouveaux talents, les managers, les dirigeants d'entreprise qui doivent lever des fonds, trouver des prêts, convaincre en interne. Non, quand on fait des fautes, les managers, mais ça arrive de faire des fautes. 78%. En anglais s'ils lèvent des fonds de toute façon. Non, il y a beaucoup de fonds. Il y a beaucoup de fonds en France, c'est faux. Et 78% des actifs estiment faire des fautes d'orthographe régulièrement. Ouais. Et ça a un impact direct sur leur crédibilité. Et donc ça veut dire que les 22% qui pensent qu'ils en font pas, c'est qu'ils... Ils en font encore plus que les autres, mais ils le voient pas. C'est qu'ils n'ont pas encore mis Word, c'est qu'ils travaillent pas sous Word. Alors, on va y aller. Donc, vous avez fait donc Merci. Alors, vous êtes, comme on dit, serial entrepreneur, Arthur. C'est-à-dire... J'ai monté plusieurs sociétés, oui. Combien? Oui, 2 en tout. Là, c'est la 3e. Là, c'est la 3e. Vous n'êtes pas vieux en plus, enfin, je sais pas. C'est la 30aine. Ouais, voilà. Ouais. Ouais. Ben, c'est quelque chose qui est en moi depuis le début. J'ai fait mes études en école de commerce. En école de commerce, à la 3e année, j'ai monté ma première boîte. Je l'ai revendue à la 5e année. J'ai adoré ça et je me voyais pas faire autrement. C'est dans mes gènes, dans mon ADN. Mais quand vous faites, ça m'a bien fait marrer d'ailleurs, Datananas. C'est des noms qu'on ferait plus, ça, j'ai l'impression aujourd'hui. Il y avait une époque où les startups étaient un peu plus rigolotes quand même. Oui, c'était un peu plus folklore. C'était 2014. Voilà. On se prenait moins la tête sur les anglicismes dans les noms, l'international. Voilà. Et donc, logiciel de prospection B2B, ça m'intéresse énormément. Moi, enfin, j'ai un slogan, moi, c'est Vive les vendeurs. Mais elle marche bien cette entreprise. Très bien. Mais alors pourquoi est-ce que vous la revendez pour faire autre chose? Parce qu'il y a un moment, ça vous ennuie en fait. Il y a un moment, la gestion... Non, mais c'était tout un cheminement. On a connu une société qui s'appelle Serbacane qui a décidé de racheter Datananas. On a eu un coup de foot professionnel avec Mathieu Ternus qui est le PDG de Serbacane. Et en fait, nos activités étant très complémentaires, ils ont décidé de racheter Datananas. On a fait une super transition et Mathieu est d'ailleurs au board de Merci App. Donc tout se continue au fur et à mesure et on garde des liens très forts. Et ça confirme maintenant, j'ai une certaine expérience des entrepreneurs, à quelques exceptions près, oui d'accord, on en trouve toujours, mais à quelques exceptions près, un entrepreneur qui rentre dans un grand groupe, une fois, comme vous dites, la transition faite, il ne peut pas rester. Quand c'est dans notre ADN, je pense que c'est très compliqué de rester. Ouais. On a toujours une idée qui traîne, on a toujours envie de repartir au charbon de l'entrepreneuriat et ça a été mon cas. Oui. Et alors encore un truc comme ça, ne vous inquiétez pas, on va parler de Merci App, mais une idée qui traîne. Est-ce que c'est le Augustin Paluel-Marmont, le fondateur de Michel et Augustin, qui me racontait qu'il se baladait avec un petit carnet et qui notait tous les problèmes de la vie quotidienne? Et que derrière, il disait il y a une entreprise. Oui, j'en suis pas là, mais c'est vrai qu'au quotidien, nos cerveaux sont en ébullition permanente. Et en fait, on a cette chance, c'est de se dire,
qu'on arrive maintenant à faire passer d'une idée à une vraie entreprise. Quand on l'a fait une fois ou deux fois, en fait, c'est tellement beaucoup plus simple, on a tellement appris que quand on a une nouvelle idée, on ne peut pas s'empêcher de se dire mais en fait, en 6 mois, je pourrais déjà faire ça, quoi. Et donc, on repart au charbon. Et donc, alors, pas trop, parce qu'on ne peut pas en monter 15 non plus, c'est pas notre métier. On doit bien les faire développer et les maintenir. Mais c'est vrai que c'est permanent. Alors pourquoi ce cheminement ? Parce que je suis très surpris qu'un entrepreneur aguerri s'attaque, parce que, donc, une application pour corriger l'orthographe, mais enfin, Word fait ça très bien. Très et bien. on écrit tous sous Word aujourd'hui, ou Outlook, mais c'est la même Outlook, technologie, c'est Microsoft qui est derrière, ou Gmail, ouais. Pourquoi faire ça ? Notre mission, c'est d'aider les 300 millions de francophones à ne plus faire de fautes d'orthographe, à écrire avec plus de style et plus rapidement. Quand on met un texte, que ce soit donc dans Word ou dans MerciApp, on se rend compte que MerciApp trouve 3,2 fois plus de fautes que Word. Pourquoi ? Parce que eux, ils sont basés uniquement sur de l'intelligence artificielle, ce qui est bien et ça marche, et on en fait aussi, mais pas que. Donc, on a de meilleures performances et on trouve plus de fautes. Donc, quand on écrit dans Outlook ou dans Word, les collaborateurs continuent de faire des fautes d'orthographe et perdent en crédibilité. C'est pour ça qu'ils installent MerciApp et qu'on est en forte croissance aujourd'hui. Attends, j'ai demandé à la parce qu'ils nous ont envoyé là une petite vidéo. Donc, Paul a défini un programme qui a retenu l'intention du jury. L'intention, évidemment, pas l'attention. Exactement. Ça, Word, par exemple, ne le corrigera pas. Non. C'est ça. Attention et intention. Ouais. Ah ouais, très très bon exemple. Les pléonasmes, les paronymes. Il défendra son projet original et aura peut-être, là c'est un petit tiret, bon c'est pas très grave ça. Oui, c'est gentil, mais Ouais, c'est gentil. Hein, l'opportunité de pouvoir pléonasme. accéder à la L'opportunité de pouvoir, c'est un pléonasme. Ouais. Donc en fait, et aura peut-être l'opportunité d'accéder. Exactement. Donc nous on propose ça. Je l'aurais Donc, fait, l'opportunité de pouvoir. Ça arrive à tout le monde. Ouais. Attends, j'adore. Qui aura lieu mercredi 17 novembre. C'est quoi le problème avec mercredi 17 novembre? C'est mardi 17 novembre, c'est des fautes. Et ça, Merciapp va le corriger. Oui, bien sûr. Au sein SAIN, bon ça ok, d'accord. Et Paul était d'ailleurs très content de nous avoir vus, là, accord grammatical basique aussi, mardi dernier. Basique pour certains. Oui, mais cette on faute... fait de plus en plus de fautes au quotidien. Les nouvelles générations cette en font faute là de plus en aussi. plus. Non, mais ça on va en parler, mais cette faute là aussi, Word la corrige. Nous avoir vu l'accord de participe passé. Pas toujours. À voir. Pas toutes. Toujours. Non, pas toutes. Et alors, pourquoi vous y arrivez quand eux ils n'y arrivent pas? Parce que j'ai la chance de m'être associé avec des professionnels de l'écrit qui font ça depuis les années 90. J'étais pas encore né qu'ils avaient monté leur boîte. Et donc depuis 30 ans, ces passionnés, donc, qui sont mes associés actuellement, ont passé avec une équipe de 10 ingénieurs et linguistes 30 ans à mettre en place des moteurs de correction d'orthographe, de grammaire, et c'est la grammaire dont il est question principalement en français, c'est le plus complexe, de typographie et de style. Donc, de style, c'est le fameux exemple qu'on vient d'avoir où j'ai acheté un petit coffret, on ne dit pas un petit coffret, c'est soit un coffret, soit un coffre, ou un petit coffre. Tous ces pléonasmes-là du quotidien, on permet de les éliminer et d'avoir une expression écrite qui est limpide. Et est-ce que vous devez vous amuser à ça, à passer Balzac ou Flaubert dans Merciapp? On l'a pas fait, non. Ah, il faut le faire, ça doit être sympathique. Mais on a des maisons d'édition qui sont clientes chez nous, Flammarion, Gallimard, etc., qui utilisent notre technologie. Ils ne sont pas clients de Merciapp directement, mais ils utilisent notre technologie. En marque blanche, alors? En marque blanche, exactement. On a beaucoup de grands journaux quotidiens qui le sont également. Parce que nos moteurs sont vraiment extrêmement puissants. C'est pour ça qu'on arrive à faire aujourd'hui mieux que ce qui existe dans Outlook et que les entreprises décident massivement de s'équiper. Il y a aussi Reverso qui est sur votre il y a aussi Reverso domaine d'excellence avec le formidable Théo Offenberg mais qui est comme vous. Il y a une passion quand même, non, autour de... À la base, oui. On ne peut pas faire ce métier sans être passionné par la langue. Moi, je me suis pris de passion pour ça depuis maintenant 1 an et demi, que je suis dans le dur et que j'apprends au quotidien. C'est passionnant. Je ne sais pas ce qu'était un paronyme, je ne sais pas ce qu'était un homophone. Je ne sais pas ce que c'est. Un homophone, c'est son... Non, un paronyme. Le paronyme, je ne sais plus. En revanche, l'homophone, c'est un mot qui se prononce quasiment pareil. Par exemple, le bracelet qui a été enfui dans le sable. C'est ça. Au lieu de enfoui. Ou l'attention ou l'intention tout à l'heure dans ton exemple. Ce sont des mots qui sont très proches à l'oral, mais qui ont Parophone. Homophone. Ou paronyme. Et paronyme, je trouverai pour la prochaine fois que vous ça doit être des paronymes, ça doit être des significations. Bon, on regardera. Demain, je vous dis ce que c'est. La prochaine fois, on va pas attendre la prochaine fois. Hein. Demain, je vous dis. Ça se dégrade, enfin...
En fait, tu sais, cette fameuse phrase-là, je ne sais pas de qui elle est d'ailleurs, la science des imbéciles. L'orthographe, c'est la science des imbéciles. Il y a un peu de vérité là-dedans quand même. Il y a un peu de vérité, mais en fait, c'est discriminant, je trouve, de le formuler comme ça. On fait de plus en plus de fautes et les nouvelles générations en font de plus en plus. Et est-ce qu'on ne va pas apprendre à vivre avec, d'une certaine manière Ça dépend à quel point. En fait, il y a des petites fautes qui peuvent passer, mais en fait, quand le gap est trop élevé, trop grand, et qu'on comprend de moins en moins ce que la personne veut écrire, c'est très problématique. C'est pour ça que attention et intention, c'est sans doute un très bon exemple, parce que là, c'est le sens qui est transformé en profondeur. Exactement. Alors, d'abord, le modèle économique, qui paye merci. Alors, on a un modèle qui est 100% gratuit pour les collaborateurs qui en ont besoin à titre personnel. Et s'ils ont des besoins plus avancés, on leur permet d'avoir un modèle payant à 8 € par mois et par collaborateur, dans lequel il y a des fonctionnalités supplémentaires. Mais ça, c'est une offre pour les entreprises. Exactement. Mais je pense aux étudiants là, qui sont en révision, ils vont... qui écrivent leurs mémoires. Ils écrivent, là, ils sont en train de pondre leurs pages, que leurs parents lisent le soir en se grattant la tête parce qu'ils n'ont pas le droit d'oublier des fautes. C'est gratuit pour eux aussi. On a une offre pour eux, exactement, qui est une offre gratuite et qui est adaptée à leurs besoins. Et l'évolution derrière naturelle vers la traduction, par exemple, c'est quelque chose qui vous intéresse ? La traduction, pas directement. Par contre, ce qui nous intéresse, c'est de vous aider à comprendre le sens de la langue. Et un jour, on vous permettra de dialoguer avec votre téléphone portable. Et votre téléphone portable vous comprendra pour de vrai. Et là, c'est un projet technologique qu'on porte chez MerciApp, qui va au-delà de la correction d'orthographe et qui va beaucoup plus loin technologiquement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on comprend ce que vous essayez d'écrire dans le sens où on vous relit et on vous corrige vos phrases. Demain, on comprendra le sens de ce que vous voulez écrire et donc on permettra un dialogue homme-machine. Et donc là, on rentre dans les dimensions sur lesquelles sont Amazon, Google, etc. Tous les GAFA essayent de craquer ce problème uniquement à partir d'IA. Sauf que leur IA, elle est forte d'un point de vue mécanique. Donc ils arrivent à utiliser des supercalculateurs. Mais nous pensons que nous avons d'autres armes en plus de l'IA. On n'est pas du tout contre l'IA. Au contraire, c'est un outil formidable qui est un outil technologique. Mais en plus de ça, on a une patte linguistique qui nous permet d'avoir encore d'autres théories à exploiter sur ce challenge de la compréhension du sens de la langue. Donc à bientôt alors. À bientôt. Arthur Ollier est donc le fondateur de MerciApp sur Bismart. Les amis, on se retrouve demain. Arthur Olivier, fondateur de MerciApp sur Sud Radio. L'industrie, je me permets un jeu de mots, vous allez voir, quand l'industrie s'emballe, c'est à venir sur Sud Radio. Les amis, on repart. Tristan Guirec-Lepoutre est avec nous. Bonjour, Tristan Guirec, c'est votre prénom. Voilà. C'est mon prénom, bonjour Stéphane. Tristan Guirec, je suis très fier de mon titre, quand l'industrie s'emballe. Très bon. C'est magnifique. Très bon pitch, ouais. C'est un dimanche d'intense réflexion. Voilà. Et on arrive à quand l'industrie s'emballe. Vous m'avez écrit, moi j'adore, vous m'avez écrit un petit mot parce que vous êtes fier. C'est clair, je suis fier. Il n'y a pas d'autre mot. Vous êtes fier de ce que vous faites. Fier d'être industriel dans le Nord, ouais, tout à fait. Fier d'être industriel dans le Nord et fier de résister à la Chine. Et ça, c'est pas une mince affaire, effectivement. Déjà, un petit peu l'histoire peut-être de l'entreprise. Déjà, on raconte ce que vous faites. Oui, d'abord. je pense que c'est important. Vous m'avez dit papier. Alors, leader français de l'emballage floral et festif. On va le voir sur une vidéo là. C'est du papier cadeau que vous faites. Alors c'est du papier cadeau, mais c'est vrai qu'il y a deux segments. Il y a les fleurs et plantes et puis il y a l'univers du cadeau. Donc on est présent sur ces deux segments. L'un avec la marque Clartons qui est pour les fleurs et les plantes. Et l'autre segment, c'est avec la marque Créastyle. Et là, je suis tombé de ma chaise quand j'ai compris. Parce que je vous ai invité avant de comprendre ce que vous faisiez, parce que je trouvais ça génial, votre message, donc peu importe, à la limite. Merci, c'est gentil. C'est que pour moi, le papier cadeau, effectivement, c'était une totale commodité. J'imaginais pas un instant qu'il restait un fabricant en France de papier cadeau. Eh bien si, mais il faut le faire avec conviction. Donc en l'occurrence, la conviction qu'on a, c'est qu'effectivement la durée de vie de l'emballage peut être perçue comme très courte. C'est aussi un vrai combat en termes d'impact de prix. Mais on pense qu'en le fabriquant de façon différente et en intégrant justement l'écologie et l'éco-responsabilité, on peut arriver à être compétitif. On va en parler, mais d'abord le client.
Oui. Est-ce que le client il a la perception que quelle est parce que j'ai Clairton, c'est la marque pour les fleurs, on va en parler, oui. Mais l'autre marque s'appelle Créastyle. Créastyle. Oui. Est-ce qu'il a conscience que Créastyle est aujourd'hui le seul ou l'un des seuls d'ailleurs Alors, on n'est pas le seul en France, hein, il y en a quelques autres, mais justement on travaille pour que le consommateur soit au courant qu'il existe des fabricants français et que les packaging sont faits dans le respect justement de la législation du travail française et tout en étant créative, inventive et donc en ayant une entreprise dynamique. C'est intéressant ça, le premier élément, même si vous parlez énormément d'environnement et c'est normal. Ouais, c'est clair. Oui, mais le premier élément que le patron il met en avant, c'est le respect du droit du travail. C'est le respect du on est un peu obligé en France. Mais c'est c'est plus que ça quand même, j'imagine. Bien sûr, c'est beaucoup plus que ça. Déjà, c'est une histoire familiale. Clairton a été créé par mon père il y a 53 ans. Moi, j'ai le plaisir d'avoir repris cette entreprise il y a 18 ans avec mon frère. Donc, on est 2 co-dirigeants. Déjà avec les 2 branches, les fleurs et les cadeaux? Alors non, puisque la partie cadeau est arrivée il y a maintenant 6 ans. Et c'est une entreprise qu'on a reprise et ça nous a permis justement d'avoir une offre très transversale. En fait, c'est simple. L'idée qu'on peut avoir par rapport à nos produits, c'est que quand on est invité chez quelqu'un, on arrive soit avec un bouquet de fleurs, soit avec une bouteille de vin, une boîte de chocolat. Clairton c'était présent historiquement depuis toujours sur la fleur et la plante, et avec Créastyle, on cherche à avoir justement la boîte de chocolat, ou la bouteille de vin. Donc ça mais les particuliers sont vos clients? Non. En fait, ce sont des distributeurs. Ça peut être aussi des chaînes de franchise qui veulent des emballages personnalisés. C'est d'ailleurs un des gros sujets qu'on a nous en termes de développement. Mais c'est souvent des distributeurs qui revendent après à des boutiques qui elles-mêmes revendent aux particuliers. Et qui elles-mêmes emballent ou à la fin des fins, le particulier va quand même acheter un rouleau qui est sorti des usines de Roubaix? Il achète plutôt en fait un cadeau qu'il va offrir. C'est ça. Nous, c'est du B2B et presque encore to B. On n'est pas directement en contact avec le consommateur final et on cherche en fait à faire la promotion des plus produits qu'on a, d'abord au distributeur qui après le communique à son client. Et c'est compliqué de trouver... C'est compliqué de trouver le cheminement pour arriver jusqu'aux clients de nos clients. C'est ça. Mais voilà, c'est ce qu'on fait. Et puis on peut le faire maintenant de façon plus facile et rapide avec les réseaux sociaux. Vous savez, Tristan Guirec, je vais vous rassurer, mais enfin ou pas d'ailleurs, parce que ça s'est mal fini. Le plus gros objet industriel du monde avait le même souci que vous. Le plus gros objet industriel du monde, c'est l'Airbus A380. Oui. Tous les gens qui montaient dans l'Airbus A380 en sortaient, en redescendaient en disant « quel avion extraordinaire ». C'est juste. Sauf que ce n'est pas les gens qui achetaient l'avion, c'était les compagnies aériennes. Oui. Et Airbus a tenté, puis ils n'y sont pas arrivés finalement, de bypasser les compagnies et d'essayer par des procédés où quand vous réserviez votre billet d'avion, vous saviez si vous alliez monter ou pas sur la 380, de vendre son avion parce que les compagnies le trouvaient trop gros et hésitaient à l'acheter et finalement ils ont dû arrêter le programme. Mais c'est un sujet en fait qui est au cœur de toutes les démarches industrielles. Mais je pense, moi personnellement, avant de reprendre l'entreprise familiale, j'étais dans le secteur de la grande distribution, grande consommation, produits de grande consommation. Donc parler au consommateur final, c'est quelque chose que je sais faire, mais il faut le faire en plusieurs étapes. C'est-à-dire qu'au départ, il faut avoir 2 marques qui soient très fortes, une très bonne notoriété auprès des distributeurs, qui après communiquent les plus produits auprès de leurs clients. Et le consommateur final est un acteur, on le sait, donc il peut se renseigner sur la provenance des produits, comment est-ce qu'ils sont fabriqués. Maintenant, justement, grâce au digital, on arrive à communiquer de plus en plus au consommateur final, et ce qui permet, je pense, à terme, d'avoir une demande encore plus forte sur nos produits. Et c'est ce qui nous anime, en fait. C'est-à-dire que le marketing va au-delà de juste nos clients. On cherche à capter aussi les clients de nos clients et, à terme, je pense, d'ici 4 ou 5 ans, le consommateur final. Là, il y a en ce moment des petites applications. Alors, il y a évidemment Yuka, mais Yuka a été très dans l'alimentaire. Ils veulent se développer justement sur l'impact socio-économique, voilà, on va le dire ça, environnemental, social, etc. Il y a des petites applications. C'est-à-dire, quand vous flasherez le code barre, vous aurez un impact environnemental. Oui. Ça va être une arme pour vous très très importante, ça. Je pense que oui. Par rapport à ce qui vient de Chine. Je pense que c'est sûr que par rapport aux produits de Chine, surtout avec l'impact du Covid en 2020, il y a clairement un recentrage vers le fabriqué français, vers une possibilité de savoir comment sont faits les produits. On ne considère pas que le papier cadeau est stratégique quand même. Alors, nous si.
Après, pas à ce point-là, quoi. c'est notre métier. Oui, c'est votre métier, Mais si, parce que en fait, je vais même aller plus loin, Stéphane. Je suis sûr que vous allez être capable. Oui, je vais même aller plus loin. En fait, on sait que l'emballage, il est indispensable. C'est-à-dire que il y a certains consommateurs qui disent il faut se passer de l'emballage, il faut du zéro déchet, etc. C'est vrai. Nous, on a une conviction, c'est que l'emballage est indispensable. Pourquoi ? Parce qu'il permet de sublimer la valeur du cadeau. L'emballage est esthétisme, il est émotion, voire même les études qu'on mène montrent que il contribue à donner une part de soi. Quand on offre un cadeau, c'est une part de soi qu'on offre à l'autre, et l'emballage est hyper important par rapport à son visuel. Comment vous faites pour réduire l'impact environnemental au maximum ? Alors, depuis des années, on était parmi les premiers à se préoccuper de l'impact environnemental de nos produits. On a lancé donc dès 2007 une démarche qu'on appelait à l'époque de développement durable, mais maintenant de façon plus globale, on appelle RSE, responsabilité sociétale de l'entreprise. Le déclic en fait, c'était d'imprimer dès 2007 100% de nos produits aux encres à eau. Et ça, c'était pas neutre. Avec des encres à eau. Donc uniquement de l'eau, sans aucun solvant. Donc ça permet de diminuer de 18 tonnes chaque année nos émissions de carbone et de supprimer complètement les COE, donc ce qui détruit. J'imagine que ça doit être beaucoup plus compliqué en termes de procédés. Exactement, parce que dès le départ, en fait, quand on imprime aux encres à eau, la productivité baisse de 20%. Parce qu'on ralentit le process d'impression pour laisser le temps de séchage et permettre justement que l'encre soit bien sèche sur le dessus. J'enlève 20% de productivité pour l'encre à eau. J'enlève sans doute 20 à 30% de productivité pour le respect du droit du travail. Je rajoute 30 à 35% sur les coûts de développement, les taxes diverses. Oui. Impossible d'être compétitif. Alors, je pense qu'il faut prendre le problème en considérant qu'on est des industriels. On a une mentalité d'industriel. Il y a 20 ans, on aurait pu se dire, comme la plupart de nos concurrents, qui sont des concurrents néerlandais, de tout délocaliser en Chine. Nous, on a souhaité le garder justement dans notre usine, une usine de 10 000 m², donc en plein Roubaix. Mais on peut plus produire en France comme il y a 30 ou 40 ans. Il faut intégrer en fait l'écologie, par exemple, c'est un grand sujet, mais aussi la rapidité. Donc robotisation, automatisation. Automatisation, mais malgré tout, Clartin, c'est quand même 71 personnes, dont 35 à 40 personnes en production. Mais au-delà de ça, au-delà d'imprimer aux encres à eau, tous nos papiers sont issus de forêts gérées. Donc c'est le fameux label PEFC. Ouais. Donc on sait que les 1000 tonnes de papier annuel qu'on consomme justement pour produire notre emballage est issu de forêts gérées. C'est une certification auquel on est certifié depuis 2010. Également, le site est certifié ISO 50001, c'est-à-dire qu'on travaille sur toutes les consommations d'énergie. On a baissé nos consommations de gaz de 40%, nos consommations d'eau de 50%, et en même temps, on vient d'implanter là en décembre 2020 600 m² de panneaux photovoltaïques sur nos toitures de façon à diminuer de 10% notre consommation électrique. Et un mot des fleurs, parce que si quand même, alors sur les paquets cadeaux, effectivement, j'aime beaucoup tout ce que vous avez dit, mais sans doute pour les fleurs, il n'y a pas de doute. Et d'ailleurs, dans les emballages que vous proposez, certains, évidemment, contiennent de l'eau. Oui. Et donc là, oui, là, il faut bien... Ou alors on s'arrête de faire les fleurs, quoi. Voilà. Oui, voilà. Et ça, effectivement, on imagine que c'est en Hollande que se retrouvent les plus grands clients et que se retrouvaient les plus grands concurrents. Oui, c'est clair. Et c'est là où vous dites tout est parti en Chine. Y compris pour ces éléments qui doivent être plus techniques, j'imagine. Tout à fait. Les cadeaux. Pour vous donner un exemple, on fait 15 millions d'euros de chiffre d'affaires. 65% de ces 15 millions est réalisé avec des produits qui sont fabriqués en France. Tous nos concurrents, donc on est premier acteur français, 4e ou 5e acteur européen. Nos concurrents principaux, c'est des Néerlandais qui font peut-être 2 fois notre taille. Et toute leur production est faite en Chine. Toute. Donc, problématique en ce moment de coût d'impact des matières premières, donc c'est juste des de coût de transport, c'est juste ce qu'on appelle des négociants, tout simplement. Ouais, voilà. Ils achètent, ils revendent. Ouais. Ils n'ont pas cette culture qu'on a, la culture de l'industrie, la culture de développer des produits par soi-même, d'avoir un impact local aussi en termes d'emploi. Et je pense que Roubaix, c'est une ville qui a pas mal souffert de crise économique. Et nous, on ne s'est pas démonté. On a décidé de garder notre industrie, voire même de la développer, puisqu'on a différents projets d'investissement qui sont prévus sur les prochains mois. Mais alors sur les fleurs, là aussi, qui sont vos clients? Parce que j'ai vu sur votre site que vous vous adressez pas aux fleuristes. Non. Non, tout à fait. En fait, je livre des grossistes, des distributeurs qui vendent des fleurs, des plantes et d'ores et du déjà packaging. En paquet. Alors, les fleurs d'ores et déjà en paquet. Alors, les fleuristes achètent des rouleaux.
ce qu'on fabrique, Ouais. et après ils emballent leur bouquet avec nos packaging. Et l'important, on parlait justement de la notoriété, c'est important d'avoir une marque qui soit connue et reconnue. Donc Clartons est vraiment connu comme une marque française attachée à l'écologie, et on a un taux de notoriété autour de 88% auprès des fleuristes. Auprès des fleuristes. Auprès des fleuristes, ouais. Ah, donc vous leur vendez pas directement, Mais c'est mais important eux qu'ils demandent à leurs fournisseurs, voilà, d'avoir du comme ça, Clartons. d'avoir du Clartons. Ouais. Donc il y a un grand sujet qui se présente là par rapport à nous, c'est que cette notoriété de marque est très forte chez nos distributeurs, mais il faut aussi qu'on le travaille vis-à-vis des fleuristes et aussi vis-à-vis des écoles de fleuristes. On a lancé notamment une académie auprès des écoles de fleuristes pour justement communiquer sur le bien fondé de notre marque et le bien fondé de nos produits. Bon, tout ça est passionnant. On l'a dit d'un mot, mais quand même, et puisqu'il nous reste une petite minute, robotisation, on l'a dit d'un mot comme ça, c'est une transfo digitale profonde c'est clair, dans laquelle ouais. vous êtes aujourd'hui. Et peut-être que l'une des difficultés, justement, à Roubaix, avec vos dizaines de personnes en production, c'est d'embarquer l'ensemble de ceux dont vous transformez le métier. En fait, Stéphane, on a entamé il y a 15 ans notre transformation sur la RSE. On a entamé il y a 3 ans notre transformation sur le digital. Et dans cette transfo digitale, il faut embarquer toutes les équipes, exactement comme ce qu'on a fait pour la RSE. Ouais. Et ça passe effectivement par beaucoup de pédagogie pour expliquer en quoi est-ce que la transformation digitale peut avoir un impact sur la vie de l'entreprise, sur sa pérennité et sur sa façon de l'inclure sur le XXIe siècle. Bon, voilà, maintenant, quand on rentrera chez le fleuriste, on lui demandera si il a du papier Clartons. Exactement, ouais, Ah c'est ce qu'il oui, faut faire. voilà, c'est ce qu'il faut faire. Hein. Ouais, Voilà, c'est ce tout à qu'il faut fait. faire. Tristan Guirec, donc Tristan Guirec-Lepoutre, le directeur général de Clartons, était notre invité sur Bismart. Tristan Guirec-Lepoutre, directeur général donc de Clartons sur Sud Radio. Et nous, les amis, on se retrouve demain. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Stéphane Soumier avec Bismart, 19h30, 20h.